550 drones en une seule nuit, lancés sur Moscou et ses régions. Et voilà le truc qui change tout. Ce n'est pas juste une attaque, c'est un message que Poutine ne peut pas ignorer, peu importe les efforts qu'il fait pour que les gens à Moscou croient que la vie continue normalement. Parce qu'hier soir, la vie n'a pas continué normalement, pas du tout. Alors voici ce qu'on va comprendre ensemble. D'abord, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à produire et déployer 550 drones en une seule nuit ? Deuxièmement, pourquoi ces frappes visent-elles précisément les raffineries de pétrole et les usines chimiques ? Et troisièmement, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour Poutine et pour sa capacité à maintenir le contrôle en Russie ? On va répondre à ces trois questions. Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose de fondamental sur la stratégie de Poutine. Depuis le début de cette guerre, il a fait un truc très spécifique. Il a essayé de garder la guerre loin de Moscou, loin des grandes villes, loin des gens qui comptent pour lui politiquement. Les pertes, elles se passent dans les régions reculées, les villages frontières, les endroits où les gens ne votent pas pour lui, où il ne contrôle pas les réseaux sociaux, où personne n'écoute vraiment. Et ça a marché. Pendant longtemps, ça a marché. Jusqu'à hier. Parce que maintenant, les drones ukrainiens arrivent à Moscou. Et c'est un problème massif pour Poutine. Pas juste militairement, politiquement, psychologiquement. Quand les gens à Moscou, les gens qui vivent dans les appartements luxueux, qui travaillent dans les banques, qui font fonctionner le système, quand ces gens voient les sirènes d'alerte aérienne, quand ils voient les bâtiments résidentiels endommagés, quand ils voient que oui, il y a vraiment une guerre, tout change. L'illusion s'effondre. Alors regardons ce qui s'est passé exactement. Les autorités russes ont dit que plus de 550 drones ont été abattus. Ça veut dire que 550 autres, ou peut-être plus, n'ont pas été abattus. 3 personnes mortes à Moscou, une dans la région de Belgorod. Des travailleurs de la construction blessés près d'une raffinerie de pétrole et de gaz. Des bâtiments résidentiels endommagés. Mais ici, c'est le truc clé. L'Ukraine ne ciblait pas les civils, pas du tout. Elle ciblait l'industrie militaire, les raffineries, les usines chimiques qui produisent les composants pour les munitions, les sources de revenus extérieurs de la Russie. Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça que l'Ukraine gagne cette guerre, pas en tuant des civils, en dégradant la capacité de la Russie à continuer à se battre. Jenny Mattis, l'experte en politique russe, l'a dit clairement. Les cibles sont liées à l'industrie militaire et à l'industrie pétrolière. Et l'industrie pétrolière, c'est la source majeure des revenus étrangers de la Russie. C'est comment elle finance cette guerre. Quand tu détruis les raffineries, tu détruis la capacité de la Russie à vendre du pétrole. Tu détruis la capacité à financer les tanks, les missiles, les drones qu'elle envoie à la frontière. Mais il y a un deuxième truc qui se passe ici, c'est symbolique. L'Ukraine démontre quelque chose. Elle démontre qu'elle peut atteindre Moscou, qu'elle peut frapper profondément en territoire russe, que la guerre n'est pas juste à la frontière, c'est à Moscou. Et ça, c'est un changement fondamental dans la façon dont les Russes voient cette guerre. Parce que jusqu'à maintenant, les gens qui souffrent vraiment, ce sont les gens dans les régions reculées, les gens qui envoient leurs fils au front, les gens qui voient les cercueils revenir, les gens qui vivent à côté de la Moldavie et qui reçoivent des frappes de drones ukrainiens régulièrement. Mais Moscou était relativement épargné. Et ça, c'était intentionnel. C'était la stratégie de Poutine. Maintenant, parlons de la capacité de l'Ukraine à produire ces drones. 90% des drones que l'Ukraine déploie sont produits localement. 90%. La plupart avec des composants fabriqués en Ukraine. Ça veut dire que l'Ukraine a construit une industrie de défense. Elle a innové. Elle a réagi rapidement aux conditions du champ de bataille. Elle a développé différents types de drones. Des petits pour les premières personnes près des lignes de front. Des plus grands pour la mer. Des drones de reconnaissance. Des drones d'attaque. Et tout ça, elle l'a fait elle-même. Compare ça avec la Russie. La Russie produit beaucoup de drones, énormément, mais la plupart des composants viennent d'Iran, de Chine, de pays tiers qui contournent les sanctions. La Russie dépend d'autres pays pour construire son arsenal. L'Ukraine dépend d'elle-même.
Et c'est un avantage énorme, parce que ça veut dire que l'Ukraine peut innover rapidement, elle peut adapter, elle peut augmenter la production sans attendre que l'Iran ou la Chine lui envoient des pièces. Alors comment la Russie répond-elle? Elle envoie ses propres drones et missiles, beaucoup. Pendant plus de 24 heures avant cette attaque ukrainienne, la Russie a frappé les villes ukrainiennes, les cibles civiles, les infrastructures civiles, les écoles, les hôpitaux. Et oui, c'est beaucoup plus de drones et de missiles. La Russie a un avantage en quantité. Elle a des stocks soviétiques, elle a sa nouvelle production, elle a l'aide de l'Iran et de la Chine. Mais voilà le problème. Tout ça ne se traduit pas en gains territoriaux. Pas vraiment. La Russie avance, mais elle avance lentement, très lentement, comme un escargot. Et dans certains endroits, elle est repoussée. Jenny Mattis a dit quelque chose d'intéressant. Si la Russie continue à avancer au rythme actuel, il lui faudrait 100 ans pour faire des gains vraiment significatifs en Ukraine. 100 ans. Et pendant ce temps, les Ukrainiens utilisent leurs drones pour ralentir les colonnes russes. Ils créent des pièges. Ils forcent les Russes à envoyer des petits groupes de soldats sur des motos, des vélos, même des chevaux, parce que les gros groupes se font détruire. Et voilà où c'est intéressant. Poutine ne change pas sa stratégie, il continue, il envoie plus de troupes, il lance plus de missiles, il essaie de prendre le Donbass, c'est son objectif depuis le début, et rien ne le fait changer, pas les pertes, pas l'incapacité à avancer, pas même les frappes sur Moscou, il continue juste, il répond au revers avec plus d'attaques massives sur les civils, et il cherche même de nouvelles façons de recruter. Il change les règles pour que les gens de Transnistrie deviennent citoyens russes plus facilement. Pourquoi? Parce que le recrutement ne suit pas les pertes. Il a besoin de plus de soldats et il ne peut pas les obtenir. Mais voilà le truc. Les frappes de drones sur Moscou, ça ne va pas le faire changer. Jenny Mattis l'a dit. Poutine est obstiné, il est déterminé et il ne montre aucun signe de vouloir négocier. Pas de compromis, pas de cessez-le-feu long, rien. Il veut juste continuer. Maintenant, Donald Trump a dit récemment qu'il pense qu'un accord pour terminer cette guerre est proche. Mais Jenny pense que Trump est très optimiste. Et elle a raison. Pour qu'une paix soit possible, il faut qu'un ou les deux côtés pensent qu'il n'y a plus de points à continuer, qu'ils ne vont rien gagner de plus. On n'est pas là. Pas du tout. L'Ukraine pense qu'elle peut gagner, la Russie pense qu'elle peut gagner. Et tant que les deux pensent ça, il n'y a pas de paix. Alors qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça signifie que la Russie va continuer à subir une pression croissante, pas juste militaire, politique, psychologique. Les gens à Moscou vont commencer à sentir que cette guerre les affecte. Les prix vont monter, le sentiment de danger va augmenter. Et plus la Russie essaie de maintenir cette illusion que la vie continue normalement, plus difficile ça devient, parce que les drones ukrainiens arrivent et ils ne s'arrêtent pas.